Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CEO Enlightenment. Si vous dites qu'il y a plus que de la compétence et de l'expertise chez les patrons et les leaders et qu'ils ne sont jamais là par hasard, alors vous êtes au bon endroit. Je reçois aujourd'hui une personne d'exception, Aïda Tezi. Aïda Tezi, bonjour. Bonjour. Alors Aïda, tu as eu ton baccalauréat à Casablanca à l'école américaine. Ensuite, tu es partie à Boston University pour ton bachelor en sciences politiques où tu as commencé à apprendre l'arabe. Et ensuite, un diplôme en négociation, méditation et arbitration avec un focus sur le Middle East en collaboration entre Harvard, Boston University et MIT. Alors juste médiation, pas méditation. Ah, sur la méditation, c'est lapsus. Lapsus révélateur. Tu as par la suite, en 2007, créé une fondation Educate for Peace, qui a pour objectif de collecter et de fournir des fonds et des bourses universitaires aux Palestiniens. Et pour finir, tu es allé à l'American University de Beyrouth, où tu as approfondi tes connaissances en arabe et tu as participé et travaillé avec un think tank dédié aux conflits domestiques et régionaux. Et en 2012, retour au Maroc, à Casablanca, pour gérer les ressources humaines de la société familiale Richemont, que tu as mené avec brio pendant 11 ans et auquel tu as rajouté, depuis 2 ans, la gestion du pôle hôtelier du groupe. Aïda, pour commencer notre discussion passionnante, quel a été le plus grand tournant dans ta vie professionnelle et personnelle? Waouh. J'y vais direct. Alors, professionnel, je dirais que ça a été mon passage au Liban. Ça apprendre en fait à travailler avec des gens d'une culture similaire mais très différente. Et c'était passionnant. Vraiment, c'était passionnant parce que je viens d'une famille industrielle et j'ai fait tout l'opposé de ce qu'une famille industrielle devrait faire. C'est vrai. Ouais. C'était comme mon père adore l'appeler, c'est de la théorique. D'accord. C'était quoi? En fait, c'était rentrer vraiment dans l'aspect culturel, sociopolitique, économique de certains sujets et les approfondir, trouver des solutions à certains problèmes de cet aspect-là. Il y avait aussi un aspect psychologique à la chose et en fait, ça t'apprend à travailler différemment avec un peu moins de pragmatisme et un peu plus d'imagination et c'était très enrichissant. Après, j'imagine que pour beaucoup de femmes, l'événement qui change un peu tout, c'est d'avoir un enfant. Et alors là, ça relativise tout. C'est clair. Là, et tu en as 3, là. Et j'en ai 3. Oui. Ça relativise vraiment, vraiment tout. On commence à réellement comprendre les priorités dans la vie. Et ça, c'est très important. C'est clair. C'est clair. Alors, oui, donc ça rejoint donc ma deuxième question qui est sur les personnes, les situations et les choses qui t'ont inspiré et de quelle manière? Alors là, c'est énorme. En fait, personnes qui m'ont inspiré, je commencerai avec... Alors moi j'ai le privilège, le grand privilège d'avoir eu 4 grands-parents. Donc les 2 parents de mon père, les 2 parents de ma mère, chacun a sa personnalité. Et j'ai grandi à un moment où les parents ont délégué beaucoup à leurs parents. Alors que nous en ce moment, nous cette génération, on gère vraiment l'éducation de nos enfants nous-mêmes, on n'aime pas déléguer. Mais alors vraiment peut-être le plus grand cadeau que mes parents m'aient fait, c'est ça. C'est d'avoir grandi dans ça parce que j'ai eu droit à 4 grands-parents uniques, chacun à sa manière, et c'était vraiment des profs de la vie, chacun qui a vécu plein de choses
compliqués, magiques, etc. dans leur vie. Et ils aimaient beaucoup partager ça. Donc, j'ai un grand-père qui a perdu son père très tôt, à 14 ans. Il a fallu qu'il reprenne sa famille, qu'il travaille, qu'il a construit un empire suite à ça, tout en gardant vraiment un aspect artiste. En anglais, on dit whimsical, very whimsical person. Il voyait du potentiel dans tout. Tout l'intéressait. Alors on va rentrer avec une écharpe, il va se mettre à toucher l'écharpe et te dire bon c'est quelle matière, comment ils l'ont fait. Donc c'est quelqu'un de très curieux. Ouais. Et ça c'est génial. Après j'ai la grand-mère donc paternelle, donc sa femme, c'est un général, vraiment une femme assez extraordinaire qui a parlé Oudouma dans les années 70, qui était une militante mais acharnée dans sa vie, qui fait beaucoup de choses assez spectaculaires, qui était très dure avec nous. C'est pas la grand-mère gâteau, très très dure, mais très inspirante et aussi c'est vraiment une force de l'avoir dans sa vie. Très, ouais. C'est juste incroyable d'avoir une femme comme ça dans sa vie, et puis ça te montre à quel point une femme peut être forte. C'est là où tu découvres que les mecs, ils sont focus sur leur carrière, mais une femme, elle est focus sur tout. Elle peut tout faire. Ses enfants, sa maison, son mari, son travail. Vraiment, c'est ma grand-mère, c'est ça. C'est le modèle de ça. Après, j'ai un grand-père maternel, médecin, stoïque, gentil, doux, mais alors tout ce qu'il y a de plus, c'est un bonbon, et d'une spiritualité juste exceptionnelle, mais exceptionnelle. Il avait une foi en Dieu qui expliquait tout dans sa vie, et c'était juste très facile. C'était des réponses d'une simplicité, et comme si oui, c'est comme ça, c'est ça la vie. Et Dieu a fait les choses comme ça, et c'est un outil assez incroyable à avoir dans sa vie, parce que finalement, comme on a parlé de relativiser après les enfants, mais lui, il a trouvé ça avec Dieu, et c'est un vrai modèle qui a donné dans sa vie, parce que c'est un médecin, et c'est un des premiers médecins du Maroc. Donc vraiment, on n'a pas cru en lui. Il avait un père menuisier. Personne ne croyait au fait qu'il était capable de devenir médecin. Il est parti en France, il a étudié, il est rentré. Et c'est un tout petit bonhomme, mais avec, mais à l'intérieur, c'est un monstre. Un monstre dans le sens où c'est une grande personne. Et la grand-mère maternelle qui est toujours la reine, avec nous. Qui est toujours avec nous, heureusement, mais qui est une reine. C'est la présence. C'est vraiment la présence. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. C'est tout ce qui est tradition. C'est vraiment, elle a mis en valeur tout ce qui est tradition dans ma vie, en tout cas à moi. Et elle a inculqué toutes les valeurs d'amour, d'affection, aussi, elle est beaucoup dans la religion, dans la spiritualité, dans l'importance de Dieu, mais une vraie petite diva, qui malgré tout, on l'aime. D'habitude, on n'aime pas les divas, mais on l'aime, elle est exceptionnelle. Donc ça, vraiment, c'est des gens qui ont, pour moi, ils m'ont défini. Et c'est justement, c'est ce que j'allais te poser comme question, en fait. C'est que, grâce à ça, parce que c'est des profils qui sont totalement différents les uns des autres. Ah oui. Et extraordinairement complémentaires, parce que chacun a ses caractéristiques et qui sont, dans un monde, on va dire, qu'on peut parfaitement distinguer. Ces personnes-là, ou en tout cas cette culture, cette éducation-là, comment aujourd'hui tu l'utilises dans ta vie de tous les jours, bien entendu, mais particulièrement dans ta vie professionnelle, parce que avoir géré les RH dans un monde industriel, et c'est beaucoup de personnes, je le sais, et c'est des problématiques au quotidien. Et c'est aussi de la transmission au quotidien, c'est-à-dire la mission d'une RH dans un groupe industriel, elle est double, en fait, au-delà de la gestion, bien entendu, de tout ce qui est
administrative, carrière, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi ce côté humain qui est omniprésent dans un environnement comme ça, parce que les gens y vivent. Quand ils sont dans une industrie, ils vivent dedans. Donc comment tout ça se met en musique à travers ton... Ça devient une boîte à outils. Alors déjà, il y a aussi l'aspect, mon père qui est militaire, lui aussi général comme sa maman, et qui pas de fiche, on s'habitue à rien, tout peut partir du jour au lendemain, et donc ce qu'on appelle en anglais entitlement. Alors zéro entitlement, c'est interdit le entitlement. Et puis il m'a grosse leçon aussi, c'était kun mara ma tkunch rajli. Et ça c'est beau. C'est quelque chose qu'on trouve pas au Maroc. Il était convaincu de mes capacités à endurer et à persévérer et à faire des choses magnifiques. Et ça, la vérité, il y a pas beaucoup de pères qui ont cette attitude envers leurs filles. Et en fait, ça crée une boîte à outils. Et donc moi, ma mission, finalement, en fait, pour clarifier ma mission RH à Richemond, on a toujours eu une DRH. Ça n'a jamais été moi la DRH. Moi, ma mission, c'était l'aspect social, qui est vraiment l'âme du groupe familial. C'est que on a une fibre sociale qui est très 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 forte. Et donc, pour avoir une société qui fonctionne bien, il faut avoir des ouvriers qui sont heureux. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qu'a créé mon grand-père. Mais c'est aussi, c'est vraiment l'âme de ma famille. Et moi, j'ai eu de la chance. En plus, mes grands-parents étaient meilleurs amis. Donc vraiment, c'était des valeurs en commun partagées. Et donc moi, mon grand-père avait mis en place un système ultra paternaliste où c'était le papa des ouvriers. Et donc les ouvriers allaient chez lui raconter et c'était vraiment le papa. Et donc c'était un peu ça ma mission. Il était plus là, il était malade, il était fatigué. Et donc, c'était de mettre quelqu'un qui était capable d'être à l'écoute de ses ouvriers et qui était capable d'avoir une connexion avec ses ouvriers. Et au début, c'était très très dur parce que la société marocaine est difficile, dans le sens où finalement il y a beaucoup aussi de misère. Et moi, j'ai eu de la chance j'ai grandi dans ça, donc j'ai grandi avec les ouvriers de Richemond, mais j'ai grandi aussi dans l'association de ma grand-mère où j'ai eu droit aux orphelins, j'ai eu droit à des gens qui n'ont pas grand-chose, mais être face à ça tous les jours et aux problématiques de la société marocaine tous les jours, donc les enfants drogués, on n'a pas de quoi payer le loyer, pas de quoi payer à manger, pas de quoi payer. Pourtant, ils travaillent, c'est des gens qui travaillent comme des fous, et pourtant, la vie, elle est très difficile pour eux. Et donc c'était comment faciliter leur vie et comment faire en sorte qu'ils retrouvent un équilibre ou un semblant d'équilibre dans leur vie. Et donc c'était vraiment, mon rôle a été purement social. Donc c'est ça mon rôle à Richemond, c'est de savoir je connais le dos et qui est malade et qui est ci et qui est ça, et être à l'écoute des sujets qui sont au sein de l'entreprise, mais aussi dans leur vie personnelle. Et d'avoir cette accessibilité à la famille, en fait, et au patron du groupe. Et ça change tout. C'est clair. Voilà. Parce que en fait, les entreprises, les multinationales, les grandes entreprises, plus elles grandissent, plus elles souffrent de cet esprit d'appartenance, en fait. Oui. Et comment le continuer à l'alimenter. Mais là, tu viens de donner une super astuce, parce que en réalité, les gens, ils se sentent appartenir quand ils sont écoutés, en fait, quand on comprend
quelque part leur situation. Et on a la chance, nous, réellement, de réussir à fidéliser les gens parce que on a des deuxième générations, des troisième générations à ce stade. Et nous-mêmes, on est une troisième génération, moi, mes frères et mes cousins. Mais en tout cas, en termes d'outils qu'ont apporté ces personnes, c'est le tout, hein. Comment écouter, comment se connecter. Alors ça, c'est les deux grands-pères qui ont appris ça, même ma grand-mère un peu. Ma grand-mère a été tellement confrontée à la misère de ces gens, de ces personnes, que maintenant je commence enfin à arriver au stade où, oui, il y a de l'empathie, mais oui aussi, il faut mettre des limites. Et il faut pas que ça atteigne notre vie personnelle. Et je savais pas comment elle arrivait à faire ça au tout début, quand j'ai commencé dans la boîte. Et maintenant, j'arrive à utiliser ça parce que maintenant, j'ai appris les limites qu'elle avait mis en place. Donc voilà, c'est. Et comment tu arrives à distinguer entre justement pour parler de ces limites. J'imagine que en fait tu sais aujourd'hui plus faire la distinction entre ton rôle, ta mission et réellement ce que tu peux apporter à ces gens-là et aussi sans omettre leur responsabilité par rapport à leur situation, parce que quelque part c'est bien d'aider, on est là pour ça en fait, on est là pour apporter de la valeur. On n'est pas là pour se substituer à la personne en face, ni à assumer, ni à porter ses erreurs, entre parenthèses. Comment t'arrives à, justement, cet équilibre est très intéressant, donc, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Alors ça, c'est un débat qu'on a déjà eu, toi et moi. Moi, je pense que la société, après, ça va mélanger religion, spiritualité, énergie, et puis les réalités de la vie, où, il faut avoir la foi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on m'a inculqué. Ce que ces 4 grands-parents et mon père et ma mère m'ont inculqué, c'est faut avoir la foi que, nous, on a été mis dans cette position de privilège, mais pour une raison. Et il faut bien comprendre la raison. La raison, c'est qu'on est là pour donner quelque chose à cette société. Donc oui, c'est vrai qu'on gagne, clairement, je ne le nie pas. Mais on a une responsabilité sociale, économique aussi, mais surtout sociale, à elevate, en fait. Ces gens qui viennent rentrer dans notre famille. Et c'est vraiment comme ça qu'on les voit. Et en fait, moi, je suis assez impressionnée quand même par les parents, par les ouvriers que j'ai chez moi à l'usine. C'est que c'est des parents surtout, j'ai aussi beaucoup de mamans célibataires, mais qui travaillent comme des folles et même des pères qui travaillent comme des fous pour s'assurer que leurs enfants vont avoir des rôles, vont réussir à avoir une mobilité, upward mobility. Exactement, d'être meilleur que eux. Et beaucoup y arrivent. Et franchement, ça, c'est assez impressionnant. Donc oui, on arrive à les aider vers ça. Donc on travaille avec la fondation CNLD. Donc ça donne des cours parascolaires. On les aide dans tout ce qui est, ils ont de meilleures notes. Ils sont pas dans la rue. Ils sont dans des classes après l'école. Donc ils se dédient plus à leur scolarité. Les parents sont aussi très dédiés à la scolarité de leurs enfants. Ils ont tout compris. C'est que finalement c'est l'éducation qui va faire que on va réussir à et ça c'est très important en fait. Moi pour moi on a un rôle, donc oui, Dieu nous a mis dans un rôle. J'espère qu'on a bien compris notre rôle et j'espère qu'on est en train de respecter et puis d'honorer aussi le fait qu'on est né dans une position de privilège et qu'il faut qu'on donne mais sur différentes échelles. Donc c'est oui, du travail, mais aussi on donne de notre temps, on écoute, on donne conseil, dans tout, que ce soit pour leurs enfants ou pour eux. Et puis un autre volet qui est très important pour eux et qui est très important dans ce pays, c'est la santé.
Et dans ça, donc on s'est mis à signer des conventions avec des hôpitaux, des médecins, des cliniques, des opticiens, des labos, et s'assurer qu'ils ont accès à tout ce qui est médical et de manière assez facile. Et pour les Marocains, dès qu'ils ont accès à des médecins et à tout ce qui a à faire avec la santé, déjà on leur enlève 50% des sujets qu'ils ont dans leur famille. Et donc voilà, c'est un peu ça notre rôle à nous. Moi je pense que moi j'ai une bonne partie, je vais dire la majorité de mes ouvriers, vraiment ont compris que l'éducation est centrale. Et ils sont en train d'offrir ça à leurs enfants. C'est tout comme moi, mon père et mes grands-pères, et tout le monde ils ont tout fait pour va aux États-Unis, apprends l'anglais. Il faut comprendre, il faut se mélanger, il faut. Les parents au Maroc, à leur niveau, avec leurs moyens, vraiment s'acharnent à faire la même chose. Et par contre, ça, il faut leur donner ça. Hein. Moi, je suis très fière de mes ouvriers. On en a qui sont analphabètes et qui, pendant les parents professeurs, vont vraiment poser des questions très pertinentes aux profs. Et on se dit, waouh, ils suivent. Ils savent que leurs enfants ne sont pas allés en cours. Ils savent que, ah oui, mais el timrine, il était trop compliqué. Pourquoi vous avez pas facilité? Pourquoi vous avez pas fait ci? Pourquoi? Et c'est des questions vraiment que moi, je ne pose pas aux profs de mes propres enfants. Mais eux sont tellement déterminés. Ouais, et investis que, c'est magnifique. Moi, je trouve ça très beau. Alors, moi, j'aimerais que, je sais que tu m'en as déjà parlé, mais à nos auditeurs, des exemples de personnes qui ont créé quelque chose à travers ce mouvement-là, et dont les enfants aujourd'hui sont soit réemployés dans le groupe, dans des postes de cadres et de managers, ou sont partis à l'étranger alors que la famille pouvait même pas imaginer de par leurs moyens que ça puisse arriver un jour. Et ça c'est justement c'est l'univers du possible quand justement on s'attache aux vraies valeurs. Oui. Alors nous, je pense notre plus grande success story, ça a été notre expert comptable qui est maintenant retraité. Donc ça donne une idée de l'âge de la boîte et l'âge aussi de cette mission de famille, qui était le fils d'un gardien qui ouvrait, qui fermait la porte tout simplement dans un dépôt. Et en fait, les enfants d'ouvriers avaient droit à des stages d'été. Et mon grand-père a vu du potentiel chez ce bonhomme qui a réussi à gravir les échelons de la boîte et à arriver à la tête de ce qui était plus important pour mon grand-père, qui étaient les chiffres et combien d'argent on rentrait, et c'est devenu un peu son bras droit à un moment, vraiment. Et comme on a beaucoup d'exemples comme ça, mais on a aussi l'aspect brain drain qui est malheureux, mais une très bonne chose pour ces familles, parce que c'est des enfants qui ont eu accès à des bourses, que ce soit à l'ENCG, à la Khaouen, et à l'ISCAE, à même des bourses universitaires étrangères, et qui maintenant sont à l'étranger. Et c'est eux qui envoient de l'argent aux parents. Bon, moi ça me rend triste un peu parce que je vois que la ressource humaine au Maroc, elle est quand même très difficile. Enfin, avoir des profils aussi intéressants, c'est très difficile à avoir. Et des gens qui sont fidèles, des gens qui sont honnêtes, des gens qui ont des valeurs, des gens. Pour moi, les enfants de mes ouvriers ont tout ça. Donc les voir maintenant, on a une fille qui est en Hongrie, elle a appris la langue, elle a appris tout, elle est directrice dans une boîte de logistique. Mais ça me fait de la peine parce que moi j'aurais pu l'utiliser au Maroc. Oui, mais en fait, quelque part ces personnes-là, elles partent, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont pas revenir. Je veux dire, on est tous revenus, hein. Je veux dire, on est revenus oui, à l'étranger, mais on est tous revenus. Alors on est revenus parce que on a quand même une qualité, on a grandi aussi avec une qualité
qualité de vie qui est quand même supérieure à la leur. Ouais. Et on a un peu une garantie d'avoir cette qualité de vie à notre retour. Alors que ces gens-là ne l'ont pas. Parce que cette fille en particulier, qui vraiment, m'a personnellement beaucoup touchée, elle a fait l'Akhawayn, elle a eu une bourse à l'Akhawayn et vraiment elle s'est battue. Pour elle, rentrer, c'est aussi rentrer et se retrouver face aux responsabilités de la famille. Donc, envoyer de l'argent, c'est une chose. Mais vivre avec cette famille et avoir à vivre les problèmes de la grand-mère, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des gens, tout le monde qui, finalement, ils vont tous se mettre à gravir autour gravitate autour d'elle pour se pomper, parce qu'ils peuvent pomper. Moi, je comprends qu'elle veuille pas rentrer. Et je vois le schéma, et on l'a vu, il y en a qui sont rentrés, ils ont pas supporté, ils sont repartis. Oui, c'est clair que quand il y a qu'une personne, on va dire, qui réussit, entre parenthèses, et alors que autour, il y a encore de l'échec, ou en tout cas il n'y a pas encore cette élévation nécessaire pour que la personne puisse se sentir confortable, c'est-à-dire mais au-delà des moyens, c'est même un état d'esprit. Mais oui. Donc mais ça je pense que on y milite tous. On espère que cet état d'esprit général finira par s'améliorer, et justement ça fait partie des choses en tout cas que j'espère que ce podcast permettra de faire, c'est-à-dire que quand on a les bonnes valeurs, quand on a la bonne vision, en tout cas quand on a la bonne approche, on réussit quel que soit l'environnement duquel on vient et même dans lequel on évolue. Donc ça n'impacte pas de manière claire. C'est-à-dire que oui, ça aura toujours un impact, ça aura toujours, il y aura des obstacles probablement plus que la moyenne peut-être, mais la finalité ou en tout cas l'issue est toujours bonne. Donc, oui. Bon, moi après je pense que l'aspect foi, mais pas foi à la marocaine. C'est pas j'ai appris le Coran et j'ai lu le Coran, c'est pas que j'ai appris le Coran, j'ai lu ce qu'il y a dans le Coran, je pense savoir ce qu'il y a dans le Coran. Je sais, je connais les sourates par cœur dans certains cas, je connais, mais est-ce que il y a une réelle compréhension de ce qui se dit? Exactement. Et alors là, dans ça, je vois des ouvriers, des enfants d'ouvriers, qui finalement se contentent de peu et sont très contents de revenir en tant qu'ouvriers à Richmond ou ailleurs, mais qui ont cette foi, finalement, j'ai de quoi nourrir mes enfants, je suis bien. Alors ça, pour moi, c'est tout aussi important que ceux qui ont réussi et qui sont allés à l'étranger, parce que je les vois, ils sont bien, ils sont heureux, mais moi, je suis bien et alhamdoulilah, j'ai pas de problème de santé et mes enfants sont à l'école et tout va bien et j'arrive à payer ma traite. Et alors ça, pour moi, ces gens-là qui sont drivés par cette foi et c'est finalement une compréhension de vie que parfois on doit se contenter aussi de ce qu'on a et d'être heureux, alhamdoulilah, et de se dire si je veux plus, je vais me battre pour plus, mais si je suis content comme ça et je suis bien, et c'est super aussi. Alors oui, effectivement, c'est au-delà des textes, au-delà de la tradition en fait, liée aussi au texte. Et il y a le mindset, il y a le mindset qui est rattaché à ces croyances et à cette foi. Et c'est vrai qu'il est différent d'une famille à l'autre, ou il est différent d'un environnement à l'autre. Mais il est clairement important de se concentrer plus sur les valeurs qui en découlent plutôt que sur l'interprétation que peut en faire chacun. Et ça, je pense que le Maroc a cet avantage que je trouve quand même intéressant, c'est qu'on n'est pas dans ces extrêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas, bien sûr il y en a, ça ne veut pas dire qu'il y en a pas du tout, mais c'est pas la majorité. Moi je suis pas d'accord. Ah oui? Ouais. D'accord. Toi tu dois le vivre. De toute façon c'est toujours ça nos débats. Moi j'ai une vision un peu plus sombre en fait de ce qui se passe. Pour moi, finalement la religion, je la vois personnellement comme quelque chose qui est traité un peu comme un aspect culturel et c'est des traditions. C'est plus des traditions. Et donc c'est des règles qu'on suit et qu'on se met à prêcher aux gens.
Alors, Et puis, avec ça interdit à discuter. et puis en plus tout ça est fait avec une incompréhension totale de ce que c'est réellement. Et je trouve que au Maroc, on a surtout ça. L'ouverture d'esprit et de se dire. Alors moi, ça c'est quelque chose qui me tue. Et d'ailleurs, une fois, je l'avais dit à une ouvrière qui rentrait dans un débat avec moi sur la religion. Et elle voulait me convaincre j'avais un piercing au nez, il fallait enlever le piercing au nez. Et là, pourquoi كل شيء زوين فيك وراك بنت امرأة طيبة mais tu portes pas le voile. Et alors ça devient des règles. Et elle me dit وانا كل صباح كنطلب الله. Je parle à Dieu, je lui demande. Et à un moment, je commence à rigoler, je lui dis, oui, mais est-ce que tu l'écoutes? Elle a pas su répondre. Et je dis, mais finalement, on rentre, c'est ça le problème, c'est ça le sujet qu'on a dans cette société. C'est qu'on demande, mais est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on a réellement compris? Pas le mot par mot non. Et c'est l'esprit de ce qu'il y a dans le Coran. Et c'est pas, on n'est pas du tout dans il faut dormir à droite, sur la droite, il faut tout ça, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans ça. Et c'est ça qui est malheureux. Je trouve qu'on est très confiné dans ce qu'on lit à l'école et comment on le lit. Et moi aussi, j'ai lu le Coran à l'école et on me l'a appris d'une manière, on me l'a même pas expliqué. Et puis, en plus, c'est confiné à ça et il faut que tu dises telle sora pour ça et telle sora pour ça et telle sora pour ça et sans comprendre qu'est-ce qu'elle dit sora et pourquoi elle est comme ça sora et qu'est-ce qu'elle raconte cette sora. Exactement. Et je suis pas la seule. Ouais. Là-dessus, je suis complètement alignée avec toi. C'est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, l'accès à l'information réelle de comment Dieu a cherché à nous guider à travers ces outils, que sont le Coran, que sont les prophètes, que sont les traditions, entre parenthèses, ou en tout cas les règles de pratique, on est complètement à côté de l'objectif même de toutes ces choses-là. Ce ne sont que des moyens pour se rapprocher de Dieu, et ce ne sont pas du tout une finalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour prier, on n'est pas là pour jeûner, on n'est pas là pour lire le Coran, on est là pour avoir une conduite. Ouais. Et c'est cette conduite aujourd'hui qui doit faire la différence. Et d'ailleurs, pour moi, la conduite à avoir, il faut la prendre, il faut prendre exemple sur les gens qui réussissent, justement, sur les gens qui aujourd'hui ont la responsabilité d'autrui. Parce que ce sont ces gens-là qui ont la bonne conduite par la force des choses. C'est-à-dire que on ne peut pas réussir. Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti al-mulka man yasha. C'est-à-dire yu'ti al-mulka man yasha. Et là, je parle pas de quoi que ce soit de royal. Le mulk, c'est-à-dire la responsabilité d'autrui. Et donc, on ne peut pas avoir la responsabilité d'autrui si ce n'est pas une mission, entre parenthèses, divine. Et donc, il faut avoir un certain nombre d'attributs. Et ce sont ces attributs-là qui expliquent qu'on est bon, en fait, qu'on est sur le bon chemin, entre parenthèses, sur Sirat al-Mustaqim, plutôt que des pratiques qui restent propres à chacun et qui sont parfaitement personnelles et qui n'ont rien à voir avec l'essence même de l'humanité, avec le pourquoi on est là. Du coup, ça me ramène à une question que je voulais te poser et qui concerne tes rituels. C'est-à-dire, je ne veux pas de détails, bien entendu, ça reste très personnel, mais quelles sont les choses aujourd'hui que tu fais ou que tu pratiques et qui sont entre toi et l'univers, entre toi et le divin? Bien entendu, ça peut être des choses très particulières comme une prière, ce genre de choses, mais c'est aussi, ce qui m'intéresse, c'est au quotidien, c'est-à-dire dans la journée, c'est quoi ces choses-là qui te gardent en connexion, entre parenthèses? Alors après, si on va rentrer dans ça, oh là là. Pour moi, justement, toute l'approche à l'islam dans ce pays, finalement, elle limite beaucoup l'islam. Et elle limite aussi beaucoup la foi en Dieu. Et l'univers que nous a donné Dieu et les outils que nous a donné le bon Dieu pour naviguer cette vie, qui est difficile, oui, mais qui, finalement, quand je lui dis à l'ouvrière, mais est-ce que tu l'écoutes? Finalement, c'est aussi parce que moi, je suis convaincue qu'on a tous une capacité à faire quelque chose que l'autre personne à côté de nous n'a pas.
est-ce qu'on arrive à atteindre ce stade où on commence à s'écouter nous-mêmes et à l'écouter lui et à se dire bon ben moi j'ai une facilité à me connecter aux gens, à parler aux gens, à réussir à sortir certaines choses personnelles, à réussir à les pousser un peu à une réflexion personnelle. Est-ce que dans mon cas c'est plutôt ça, j'arrive à me connecter aux gens. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie pas 5 fois par jour. Ça, c'est je vais pas mentir. Je prie le matin. Mais moi, ce qui est le plus central chez moi, c'est la méditation du soir, qui est beaucoup plus forte que la prière, parce que c'est une connexion qui dure plus longtemps et qui est beaucoup plus approfondie et qui puis me mène aussi par des routes que je connaissais pas. Et pour moi, ça, c'est la méditation. Alors vraiment, les gens, et moi comprise, quand j'ai commencé à méditer, je pensais à tout et à rien. C'était ridicule la méditation, parce que je pensais à mes courses. Et mon fils, est-ce qu'il a dormi? Est-ce que j'ai donné à ma fille ça? Est-ce que j'ai donné à mon fils ça? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai appelé l'école? Est-ce que j'ai fait les vaccins? Alors vraiment, c'était une tornade de pensées qui était, mais petit à petit, on arrive à les atténuer, ces pensées. Et en utilisant du Coran, en se disant je veux de la lumière, je veux voir de la lumière, où est-ce qu'elle est la lumière? Et on cherche la lumière, et dans ce cas la lumière c'est le bon Dieu, c'est l'amour en général, parce que finalement l'amour reste central dans cette vie, et c'est comme ça que j'arrive à aller de l'avant. Je suis quelqu'un qui aime très 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 vite, c'est pas forcément une bonne chose, mais bon, pour l'instant ça me va. C'est pas vrai. Oui, je suis d'accord. Non mais bon. Mais moi c'est ça ma journée. C'est des exercices de comment aider. Qui je vais trouver, qui a besoin d'aide. Et que ce soit avec mes collègues, ou que ce soit dans la rue, ou que ce soit dans des interactions, ça m'aide à me connecter. Un simple bonjour à quelqu'un qu'on croise dans la rue, sans que ça devienne quelque chose de... Moi j'ai une meilleure amie qui se fout de ma gueule quand on marche ensemble, on rentre dans un ascenseur, je dis toujours bonjour. On marche dans la rue, je dis bonjour à des gens que je connais pas. Et c'est des petites connexions qui font que la journée elle avance bien. Et c'est tout bête. Et ça se fait avec le sourire. Et en fait, ça peut paraître ridicule. Dans notre tradition et dans les dires du prophète, c'est sadaqa en fait. Oui, on peut voir ça. C'est sadaqa. On n'a pas besoin de connaître forcément ces textes, on n'a pas besoin de les maîtriser. Mais quand on s'écoute, oui. et quand on cherche la lumière et on cherche à être un pont de cet amour divin vis-à-vis d'autrui, c'est naturel en fait. Oui. J'imagine que c'est des choses qui te sont venues naturellement. C'est pas quelque chose que tu as cherché à développer particulièrement. Donc. Alors, c'est venu naturellement, oui. J'ai un côté assez hnin. D'ailleurs, mon grand-père, m'appelait Ibni Bzz. Mais c'est aussi mon père. Tu dis bonjour. Tu regardes dans les yeux et tu dis bonjour. Tu regardes dans les yeux et tu dis bonjour. Et c'était des sujets, mais ça le rendait dingue. On allait au restaurant, le serveur allait nous poser notre verre. Tu lèves les yeux et tu dis bonjour. Et ça marque. Ouais. Et quand je me suis mise avec mon mari, parfois il me dit c'est beau, ça il a compris, merci. Mais à chaque fois qu'il va poser une fourchette, le serveur, je vais lever les yeux et dire merci. Et finalement, il y a des serveurs dans certains restaurants qui m'adorent. Et il y en a même un qui est venu à mon mariage. À tel point, ça crée une connexion. Oui. Mais finalement, c'est assez important. Et c'est ça, finalement, les connexions. Oui, il y a la prière le matin, il y a la méditation la nuit, mais il y a tout le reste de la journée qui fait que c'est des connexions. Qu'on est là pour les autres, entre parenthèses. C'est tout ça, en fait. C'est une mission de vie. Voilà. Et parfois il y a quelqu'un, mais vraiment, et j'ai une collaboratrice au travail que j'ai embauchée à travers ça. On s'est dit bonjour par hasard dans un café et elle a senti des choses, j'ai senti des choses, on s'est mis à parler et finalement une amitié s'est créée et on est resté en contact pendant des années. Finalement elle était pas bien dans son travail et je lui ai proposé un poste et là, elle est centrale dans ma vie. Ouais. Donc, non, mais en fait, c'est exactement ça l'objet justement de ce podcast. C'est de mettre en avant justement tout ce qui fait qu'on n'est pas là par hasard.
tout ce qui fait que les gens, quand ils ont des positions de responsabilité, c'est que ils ont beaucoup plus à offrir que le commun des mortels, en fait. Oui. Et quelque part, ça trace un chemin. C'est-à-dire, si on a envie d'atteindre un certain niveau, si on a envie d'avancer ou en tout cas de réaliser des choses, et ben, au fait, ça se réalise pas par individualité. Ah. Ça se réalise à travers ce qu'on apporte autour de nous. Alors moi, je vais dire quelque chose qui va brusquer certains. C'est que pour moi, cette capacité, elle est plus facile chez les femmes que chez les hommes. Moi, j'ai de la chance. J'ai un père qui est beaucoup dans le don. Beaucoup dans le don. Aussi strict et militaire. Mais beaucoup dans le don. Et dans l'écoute des autres. Il a envie de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Mais en général, moi, je vois ça au travail, autour de moi. Les hommes, c'est beaucoup de calcul. Ça calcule. Et ils sont pas dans le don. Pas beaucoup dans le don. Ils sont beaucoup dans les intérêts. Et par contre, les femmes, et certaines, elles me le disent, elles me disent, finalement, en étant dans ce mode de don, je donne, je suis à l'écoute. Moi, je suis dans la bienveillance, mais eux, ils le sont pas. Ces hommes en face de moi, ils le sont pas. Et finalement, il faut devenir comme un homme. Et alors, je vois des femmes qui basculent vers ça. Qui basculent vers les attitudes d'hommes où on arrête d'être dans le don et on rentre dans les calculs. Est-ce qu'ils arrivent à perdurer? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas un schéma qui va gagner à la fin. Et c'est pour ça que vraiment le film de Barbie qui finalement est très bête et j'ai eu beaucoup de mal à le finir. À le finir, vraiment eu beaucoup de mal à le finir. C'est pas un film que j'aime, mais n'empêche qu'il y a une leçon. Et c'est que les hommes ont créé une société qui est focus sur les hommes et les capacités des hommes et les forces des hommes et que finalement la femme elle est downgraded à certaines choses, alors que moi je vois quelque chose qui me fait rire professionnellement, c'est que les hommes sont très facilement influençables. Mais d'une facilité, et ils restent sensibles quand même aux femmes, à leur manière. Et donc, une secrétaire est capable de faire ce qu'elle veut d'un homme. Qui est lui le patron. Et ça, on le voit même chez les médecins. Alors, les hommes médecins, les secrétaires des hommes médecins, c'est des reines dans ce pays. Elle décide tout. Elle décide tout. Est-ce qu'il va te voir? Est-ce qu'il va pas te voir? Est-ce qu'elle va te rentrer? Est-ce qu'elle va pas te rentrer? Il y a des salles d'attente pleines, bondées. Et les secrétaires de femmes, elles suivent les règles et elles ont peur. Et elles font attention au programme. Et la femme derrière, la médecin femme qui est derrière, elle a un programme et elle sait qui c'est qui est censé rentrer et qui c'est qui n'est pas censé rentrer. Et c'est elle qui filtre. Et donc, il y a un respect des process. Et donc, ça me fait rire parce que finalement, les hommes, ils rentrent tout arrogants et eux, ils savent, et eux ont calculé, eux ont une stratégie et eux. Et il suffit qu'une femme rentre et qu'elle dise quelque chose et qu'elle manipule d'une certaine manière pour que toute la stratégie s'écroule. Et ça, vraiment, je trouve ça, vraiment, je vois ça dans beaucoup d'hommes d'affaires qui sont censés être costauds et ils ont des réputations, etc. Mais finalement, leur femme, leur fille, leur secrétaire, leur collègue, il y a toujours une femme qui va leur faire changer d'avis et très facilement. Et c'est vraiment incroyable. Tant mieux quelque part, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont en train de reprendre le pouvoir, je dirais. Donc, Mais je pense qu'on l'a jamais réellement perdu. Mais bon, ça reste malheureux que ce soit des chefs d'entreprise hommes et que les femmes soient dans les coulisses. Mais finalement, on voit surtout des chefs d'entreprise hommes avec plein de femmes qui sont en train de les diriger et de leur dire elle est non, lui c'est un menteur, lui c'est ça, lui il a fait, lui il a dit, elle dit. À la rigueur, justement, parce que la femme a été mise de côté et ça c'était volontaire quelque part historiquement. Et puis aujourd'hui,
elle reprend le pouvoir, doucement. Donc, ce qui explique que même aujourd'hui, elle est dans les coulisses, parce que avant, elle avait même pas le droit de travailler. Donc, jusqu'à il y a pas très longtemps. Et donc en fait c'est la preuve justement que cet équilibre homme-femme il est nécessaire si on veut du succès quelque part. En fait on oublie, les musulmans surtout oublient un peu les origines aussi de notre prophète qui était entouré de femmes qui ont été juste centrales dans sa vie et qui ont poussé à tout. Ça, en fait on a beaucoup manipulé l'histoire justement pour arriver à ça. Et vraiment ça, j'encourage les hommes à repartir dans l'histoire, et il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur les femmes du prophète et qui montrent en fait le rôle de chacune et à quel point elles ont un peu elles l'ont rendu qui il était, bien sûr. Donc c'est très important. Bien sûr, aujourd'hui je veux dire c'est pas notre débat, mais aujourd'hui la plupart des dires du prophète dans la sunna, ils sont à la base transmis par ces femmes et en particulier c'est une Aïcha. Donc il y a très peu de vrais dires du prophète qui ne sont pas à l'origine. Et puis ça c'est normal d'ailleurs. Ça rentre même quand on voit même dans le christianisme, on voit beaucoup ça. Il y a la Vierge Marie, il y a des femmes autour de Jésus qui ont fait qu'il a réussi à impacter, avoir cette popularité, avoir des followers et avoir. Et ça, on l'omet complètement dans notre vie de tous les jours. Ça a toujours été volontaire. Voilà, on est là pour les rappeler. Exactement. Et ça a changé. On n'a rien contre les hommes. Non, on n'a rien contre les hommes. Mais au contraire, justement, il faut que les hommes... moi, je connais des hommes très forts, mais qui ont réussi à accéder à la foi et à cette sensibilité, à leur sensibilité féminine, et ça les rend... Mais alors, j'ai un ami qui est avocat très connu à l'étranger, et je vois ce que ça fait de lui. C'est assez impressionnant. C'est quelqu'un d'extraordinaire, avec un charisme extraordinaire, et qui a atteint des choses extraordinaires. Et j'aurais aimé voir plus d'hommes faire ça. Donc, ça nous ramène à notre dernière question et donc à notre conclusion quelque part. Donc, s'il y avait un héritage, je dirais spirituel ou en tout cas humain, que tu aimerais laisser ou que tu aimerais partager, que ce soit à travers un livre, que ce soit à travers une phrase ou à travers quelque chose que tu as vécu, ça serait quoi? Alors, il y a beaucoup d'inspiration, mais ça va être un peu cliché. Mais je vais repartir alors il y avait une phrase de Rumi où il parlait d'amour. Mais je pense que alors je vais la retrouver ici. Je l'avais gardée chez moi. Bon, c'est en anglais. Et il disait, Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Bon, déjà, pour moi, réellement, la clé, c'est l'amour. Et la foi. Et la foi et l'amour, c'est la même chose aussi. Tout à fait. D'accord? D'accord. Mais réellement, si je peux laisser quelque chose à mes enfants, en tout cas, et après, si j'arrive à laisser ça à quelques autres personnes, c'est les limites qu'on se pose à nous-mêmes. Et pour moi aussi, c'est un struggle, everyday struggle. Moi, je me bats tous les jours contre les limites que je me pose à moi, toute seule. Et ça, il faut réaliser qu'il n'y a pas de limite. Réellement. Il n'y a pas de limite et qu'il y en a plein qui vivent comme ça, sans limite. Alors parfois, généralement, c'est des gens qui sont dans des choses plus agressives et des choses plus malveillantes. Mais quand on est dans la bienveillance et on réalise qu'il n'y a pas de limite et qu'on se pose nos propres limites, ça nous ouvre un monde. Ça nous ouvre un monde. Il n'y a pas de limite à la foi, il n'y a pas de limite à l'amour, il n'y a pas de limite à tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut accomplir, tout ce qu'on peut... C'est exact. Et quand on réalise en fait à quel point c'est énorme. Et puis à quel point on est des êtres illimités, surtout. Oui. Parce qu'en fait, ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est-à-dire, pour avoir tous ces accès illimités, ça fait de nous des êtres illimités. Oui.
Et au lieu que ça stresse, mais faut voir la beauté de ça et de se dire bon bah aujourd'hui c'est day by day. Aujourd'hui je vais réussir à faire ça et demain aujourd'hui je vais réussir à me lever du lit. Waouh. Ben pour moi aujourd'hui c'était ça qui était difficile, c'était que je me suis levée du lit et c'est pas grave. Mais demain je vais réussir à faire quelque chose d'encore plus bien. Et c'est les petits little wins every day. C'est ça qui est très important pour moi. Si j'arrive à inculquer ça à mes enfants déjà. Waouh. Magnifique. Bon bah écoute, en tout cas je suis sûre que ça va être transmis à tes enfants, connaissant l'éducation et connaissant l'investissement que tu fais de cette mission que tu as vis-à-vis d'eux. En tout cas, pour nos auditeurs, c'est un très beau message pour finir ce deuxième podcast. Je te remercie infiniment, Aïda, d'avoir accepté d'être mon invitée et de contribuer, parce que justement, c'est un canal de transmission de choses auxquelles on croit et qui ont fait qu'on réussit aujourd'hui ce qu'on réussit, et qu'on a vraiment envie que ça inspire, que ça donne des envies à d'autres de faire certainement mieux, ou à minima de faire la même chose. Oui. Et c'est ce qui fera que on sera tous un peu meilleurs demain. Oui, j'espère. Voilà. Donc merci encore. Ouais, avec plaisir. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de CEO Enlightenment. Si ces échanges font écho en vous, alors n'hésitez pas à partager et surtout à nous faire part de vos avis. À bientôt!